France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue et ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum avec, comme chaque jour évidemment, nos chroniqueurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nasser Lajili qui est avec nous. Salut Nasser. Salut Christophe. Comment ça va Nasser? Bah ça va très très bien. Je suis très content qu'on va aborder la question des Chibani. Et d'ailleurs au passage, je remercie France Maghreb 2 qui a pris l'initiative d'aborder cette question qui est assez sensible et qu'on oublie trop souvent même d'ailleurs. Effectivement, on va parler des Chibani, ces personnes âgées qu'on est parti chercher. On a envoyé des recruteurs dans les années 70 au Maroc et bien avant. Et on leur avait promis à l'époque de l'égalité, du travail, salaire égal à ceux qui des Français en l'occurrence, pour faire simple. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, on constate qu'il en est absolument rien et que la SNCF n'a absolument pas respecté ses accords, ses promesses. Et aujourd'hui, vous avez des Chibani qui, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, ont la santé esquintée, c'est ça, fatigués, et qui luttent aujourd'hui et qui demandent réparation auprès de la justice. Alors la SNCF, ça avait été condamné. Et la SNCF a fait appel et c'est demain effectivement que la décision sera rendue concernant l'appel. Est-ce que la SNCF va être condamnée à nouveau? La SNCF qui, vous en doutez bien, cherche à gagner du temps. Et quoi qu'il en soit, en se disant la chose la plus simple, les Chibani sont des personnes âgées. Et plus on gagnera du temps, moins il y en aura à indemniser, parce que c'est quand même une lourde somme qui est demandée à la SNCF. On parle de plus de 200 millions d'euros. Donc voilà, on en reparlera en tout cas. Pour une injustice, bien sûr. Criante. Exactement. Et d'ailleurs, quand on parle de Chibani, bon, il y a le cas de la SNCF, mais il y a aussi le cas de tous ces Chibani qui vivent quotidiennement dans des foyers, des Chibani qui sont complètement isolés, et on en discutera tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est une question assez large, mais je pense qu'il est important que nos auditeurs comprennent aussi la situation de ces Chibani qui souffrent tous les jours. C'est vrai, on n'en parle pas, et c'est évidemment pas ailleurs qu'on va en parler, donc France Maghreb 2 se devait, j'allais dire, c'est son devoir d'en parler. Bien sûr, avec Nasser Lajili. Aujourd'hui, c'est parti. D'abord, avec, c'était il y a un an, jour pour jour. Nous étions le 30 janvier 2017. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous. L'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble jusque 18h. Votre talk de fin d'après-midi avec Nasser Lajili qui est avec nous pour cette émission spéciale. Une grande partie sera consacrée aux Chibani. Parce qu'ils reviennent au devant de l'actualité. Parce que demain, ils ont un rendez-vous important devant le tribunal de Paris pour connaître enfin cette décision concernant la condamnation de la SNCF. Ça sera demain à 13h30. Un rassemblement d'ailleurs est prévu demain. Je sais pas si Nasser t'aura le temps d'y aller. Je n'aurai pas le temps malheureusement, mais je suis de tout cœur avec eux bien sûr. Donc, voilà, il y a tous ceux qui le peuvent. On en reparlera tout à l'heure avec nos différents invités. Redouane qui est à la tête d'un collectif, et aussi plusieurs Chibani seront avec nous pour nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils demandent, très concrètement, très précisément. En tout cas, on en parle tous ensemble tout à l'heure évidemment. 01 40 33 9000, et vous pourrez les interpeller, les interroger, et au travers aussi des réseaux sociaux Facebook France Maghreb 2, Christophe le Grand Forum ainsi que LGF officiel sur Twitter. Alors mon cher Nasser, oui, la question du jour elle est la suivante. En fait, j'ai vu comme ça passer une expérimentation qui va être lancée à partir de la rentrée prochaine dans les écoles de Nice. On va y installer des policiers municipaux non armés dans les écoles. Est-ce bien utile selon vous? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour l'heure, vous êtes en majorité à dire absolument pas utile. 72% de non sur Facebook, 80% de non sur Twitter. Vous continuez en tout cas de voter. Vos appels nous intéressent et votre avis bien entendu. 01 40 33 9000. Nasser, est-ce bien utile? Non, mais c'est une catastrophe de penser de ramener une police municipale dans une école, dans des écoles. Je trouve quand même hallucinant qu'on y pense une seconde. Mais ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'avec Monsieur Estrosi, il y a aucune surprise finalement. Estrosi est prêt à tout. Donc il a installé 950 caméras de surveillance. Oui, c'est la ville d'ailleurs qui compte le plus de caméras en France. Et aujourd'hui, il va faire une expérience, c'est de ramener une police municipale dans une école
en sachant qu'un policier, si demain un policier non armé, et si demain il y avait une attaque ou quelque chose qui s'organisait dans une école, quelle utilité il aurait? Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire de plus si par rapport à un enseignant ou à un surveillant? Voilà, je pense que c'est un peu. Je précise d'ailleurs que cette expérimentation, expérimentation a été validée par le ministère en question. C'est ça qui est donc plus hallucinant. voilà. Vos appels au 01 40 33 9000. Nous sommes dans le 28, je crois, avec Younes. Salut Younes. Salut. Younes, c'est où dans le 28? Quelle ville? À Dreux, vous connaissez? Ah, Dreux, bah bien sûr qu'on connaît Dreux. Attends, Dreux. Belle ville. Tu nous écoutes comment là-bas? Bah j'écoute dans la voiture et ça capte. Des fois ça capte pas, des fois ça capte. Mais faut penser à mettre des antennes. Ah ouais, on fait ce qu'on peut après. Tu sais, voilà. Faut investir à Dreux. Il y a pas mal d'auditeurs là-bas. Exact, mais tu sais, c'est pas forcément nous qui choisissons. C'est un peu le CSA qui contrôle un peu tout, quoi. Donc on candidate dès qu'il y a une fréquence qui se libère et on ne la donne ou pas. Voilà. Alors Younes. Bah l'objet de mon appel, donc c'est pour faire un petit big up au France Maghreb, à France Maghreb déjà. Ouais, c'est gentil. Et donc pour dire que demain je serai avec les Chibani. Ouais. Et j'insiste pour dire aux autres de venir et d'y assister, quoi. 13h30 devant le tribunal de Paris. Dis-moi Younes, sur la question du jour, est-ce que tu as un avis à nous donner par rapport à cette expérimentation qui va être menée dans les écoles de Nice à partir de la rentrée prochaine, l'installation de policiers municipaux pour non armés dans les écoles? Bah c'est compliqué maintenant, voilà, quand je me dis maintenant les petits vont aller à l'école, ils vont voir des policiers, ils vont se dire bon, on est surveillé à partir du plus jeune âge. Et je me dis voilà, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais c'est hallucinant. En fait, la question c'est est-ce bien utile? Alors, est-ce que c'est utile selon toi? Bah non, pour moi non. Bon, d'accord. Parce que l'éducation, elle se fait chez les parents, elle se fait pas avec les policiers non armés à l'école ou. Mais c'est surtout la vraie question, c'est de savoir quelle est l'utilité des surveillants. Alors c'est non mais c'est oui. Alors, la ville de Nice indique que c'est simplement après, pour rassurer. C'est le clan Estrosi qui met tout ça en œuvre. Bah oui. Non. Alors eux ils disent que c'est pour rassurer une éventuelle attaque terroriste. Au moins il y a des professionnels qui seront là pour encadrer les enfants, pour encadrer les profs. Ça engendre de la peur dès le plus jeune âge et je pense pas que ce soit bon. C'est pas utile. Donc pas utile selon toi mon cher Younes. Merci à toi en tout cas de ton appel. Et à très bientôt. Merci à toi et rendez-vous demain donc 13h30 pour ce rassemblement. Younes vous appelle également à y participer, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans cette émission. 01 40 33 9000, est-ce que c'est utile d'envoyer des policiers de la police municipale non armés dans les écoles de Nice? C'est l'expérimentation que va mener effectivement cette ville de Nice avec à sa tête monsieur Estrosi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir chez Mohamed, comment ça va? Ça va et toi? Oui. Bonsoir Yasser. C'est Nasser. Ça va très bien. Excuse-moi. Ouais. Excuse-moi, je suis désolé, je vais juste réagir par rapport à ce que tu disais sur le Canada, si je peux. Est-ce que je peux faire un petit je t'en prie, oui, c'était il y a un an, effectivement. Ouais. Ouais. Je voudrais dire, voilà, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se fait la spécificité de la France en matière d'immigration? Pourquoi ça se passe autrement dans les autres pays, au Royaume-Uni avec leur communauté? Pourquoi c'est différent ici en France? Et j'ai toujours eu du mal à trouver la réponse, et peut-être que là j'ai un élément de réponse. Et je me dis, la France avait créé le racisme biologique pour justifier l'impérialisme. Allô? Oui, on t'écoute, Mohamed. On est tout oui. En 1792, quand ils ont été colonisés les autres pays, ils ont justifié l'impérialisme, le colonialisme, en disant que c'était des races inférieures, qu'il fallait les civiliser. Et à partir des années 60, on a commencé à décoloniser et on a petit à petit mis de côté ce racisme-là. Je pense qu'il s'est estompé. Il y a des restes, mais il s'estompe le racisme de hiérarchisation des races. Pas beaucoup de personnes n'y croient encore. Et ce qui se passe en France, le plus spécifiquement par rapport à d'autres pays, je crois, c'est qu'il y a deux fortes communautés. D'un côté, la communauté juive, et de l'autre côté, la communauté musulmane. Si on peut dire communauté. Il y a des musulmans et des juifs pro-Israël. Et ces juifs pro-Israël veulent absolument justifier l'existence d'Israël et le sionisme en utilisant les génocides des juifs. Et le problème, c'est que de l'autre côté, il y a des pro-palestiniens qui sont les musulmans. Et c'est pour ça que on trouve des intellectuels ou juifs qui sont à des postes importants
et qui dénigrent l'islam, qui dénigrent les musulmans, qui montent du doigt les musulmans et qui attisent ce racisme anti-musulman. On voit bien Elisabeth Lévy, Badinter, et Zemmour et compagnie. C'est les plus Finkielkraut. Je pense que le problème vient de là. Et nous, notre problème aux musulmans, c'est que les gens qui accèdent au pouvoir, quel qu'il soit, politique, éditorialiste, etc., la plupart du temps, c'est qu'ils ont une haine de soi et qu'ils crachent sur leur communauté d'origine, qu'elle soit sociale ou ethnique ou religieuse. Voilà. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais je trouve, mais effectivement, c'est très intéressant ce qui est soulevé. Mais après, bon, bien évidemment, après, c'est à nous aussi de nous organiser. Aujourd'hui, quand on sait qu'on a des mosquées, quand on sait qu'on a ce genre c'est triste à dire, hein, mais moi, je sais que je suis confronté parfois à voir que des présidents de mosquées aujourd'hui, sont tenus par des politiques, et qu'aujourd'hui on nous bassine au quotidien sur la séparation de l'État et du culte, et malheureusement aujourd'hui on est toujours dans la même situation, et ça existe que au sein de notre communauté. Vous verrez moins les gens, parce que malheureusement c'est triste à dire, mais ceux qui sont dans on va dire des synagogues, ils s'adaptent à ce qu'on leur demande de faire. Malheureusement parfois on se retrouve dans des mosquées où c'est malheureusement le musulman qui doit s'adapter à celui qui va arriver, que normalement ça devrait être le contraire. Donc juste déjà sur cette question-là, sur l'organisation, sur bien évidemment tout ce que vous avez pu soulever, parce que ça c'est vrai, c'est une vraie question de fond, mais après on peut on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes par rapport à cette situation. C'est parce qu'on sait pas, on n'est pas organisé malheureusement. On n'est pas organisé parce qu'on n'est pas encore assez éduqué, parce qu'on n'a pas encore des gens issus des grandes écoles, etc. Voilà, on n'a pas assez de pouvoir pour l'instant. Il faudra du temps pour que nos enfants, nos petits-enfants accèdent aussi à du pouvoir politique et littéraire, etc. Mais comment prendre le pouvoir quand on sait que le 3/4 des gens qui ne vont pas aller voter sont des gens issus de la communauté musulmane? Et vous le savez comme moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la difficulté qu'on a dans nos quartiers. C'est qu'aujourd'hui, quand on essaye de sensibiliser les gens à s'intéresser à la politique pour défendre leur cause, malheureusement, on se retrouve face à nous-mêmes et à faire des scores ridicules dans des quartiers populaires dans lesquels où on attendait des scores extraordinaires. Ouais, mais l'abstentionnisme dans les quartiers pauvres, c'est pas spécifique aux musulmans, c'est dans tous les pays développés. Non, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on sait que qui sont les premières victimes dans les quartiers populaires? Oui, mais c'est une question que je pose. C'est partout dans le monde entier, c'est comme ça. Non, mais bien, non, alors en France, les gens ne croient plus aux politiciens. Les gens étant tellement déçus qu'ils n'y croient plus. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui leur interdit de s'engager politiquement? Qu'est-ce qui leur interdit d'aller juste voter? Ça prend 3 minutes avant d'aller faire son tournoi de foot ou aller faire son match de foot, parce que c'est triste à dire. Le dimanche, les gens s'intéressent plus à faire leur sport qu'aller parfois aller voter pour faire changer les choses. Je le dis parce que j'ai une expérience là-dedans. Moi je me suis présenté à plusieurs élections. Bon, voilà, effectivement, on est quand même une force dans notre commune, etc. Mais ce qui est triste à dire, c'est que le 3/4, et à chaque fois qu'on fait des réunions avec les gens qui sont mobilisés pour faire changer les choses dans nos quartiers et dans nos villes, ils sont un peu déçus de l'abstention. Et ça, c'est une vraie question de fond qu'il faudra peut-être aborder un jour. Ah, mais je sais bien, mais c'est dans tous les domaines. Et même au niveau syndical et tout, on voit par exemple même dans les lieux de culte, hein, je vous rappelle, hein. Tout est ficelé, tout est bloqué. Attendez, quand vous entendez, alors je veux pas faire de généralité parce qu'on le fait pas ici, mais quand vous entendez une certaine partie de la catégorie de la communauté musulmane qui nous dit voter c'est haram. Mais c'est vrai. On en est encore là, quoi, en 2018, quoi. C'est Mohamed. Mais je comprends, mais le réveil est tardif quand même. Le fatalisme s'est instauré dans la tête des gens et un peu dans tous les domaines. Exactement. Et, je vois par exemple les VTC actuellement, ils sont en train de se battre contre Uber. Ouais. Ils sont une dizaine à se battre et les autres ils se laissent faire. Ils se font prendre 25% de leur chiffre d'affaires. Ils ont un quasi-monopole en face d'eux. Alors qu'ils pourraient mettre à genoux ces multinationales comme Uber. Ils pourraient mettre à genoux parce qu'il suffit qu'ils déconnectent, ils mettent à genoux. Ils sont 10 à bouger et le Z ils regardent. Ouais. C'est vrai. Merci Mohamed en tout cas pour ton avis. À très bientôt. C'était votre avis en tout cas cher Mohamed. 01 40 33 9000 sur la question du jour et sur cette expérimentation que va mener donc la ville de Nice à la
partir de la rentrée prochaine sur le fait d'installer la police municipale non armée, des policiers municipaux non armés au sein des écoles. C'est l'expérimentation que va mener cette ville de Nice à partir de la rentrée prochaine. Est-ce bien utile selon vous? Vous votez toujours et encore sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. N'hésitez pas à réagir à l'émission. Tiens, par exemple Redouane qui nous dit c'est utile selon moi. Bon bah écoute, voilà, pour Redouane c'est utile. Vous pouvez continuer de parler, de voter et de commenter sur Facebook, sur Twitter, donc n'hésitez pas. On est en constance, j'allais dire, lien avec vous, et vous pouvez bien entendu nous appeler pour nous donner votre avis. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone qui vous permet d'intervenir en direct à l'antenne. C'est au-delà de cette expérimentation, et on sait d'où ça vient, donc Christian Estrosi, Nasser, est-ce que le fait de dire voilà, c'est pour essayer de rassurer les enfants, pour jouer, j'allais dire, sur cette peur permanente après ce qu'a vécu la ville de Nice et cet attentat terrible sur pendant l'été 14 juillet 2016, jouer constamment sur cette peur, se focaliser sur une communauté quelque part, de continuer à essayer d'instaurer une certaine peur, est-ce que c'est pour toi un argument valable? Non, mais Estrosi, c'est pas une surprise. Bon, ça date pas d'aujourd'hui. On sait très bien qu'Estrosi aime bien jouer sur la peur. Estrosi, j'aurais bien aimé qu'il s'intéresse surtout à développer peut-être une police de proximité déjà dans les quartiers populaires, dans sa ville, dans sa propre ville. Au lieu de faire de la répression, c'est pas ça qui va régler le problème. C'est pas pour autant que y a pas eu d'attentat d'ailleurs dans sa propre ville. Donc il peut faire ce qu'il veut, ça ne réglera jamais le problème. Est-ce que tu te souviens de ses déclarations après les attentats de Charlie Hebdo? J'en ai pas le souvenir parce que je l'écoute très rarement. Il avait dit, moi les frères Kouachi n'auraient pas fait 3 ronds-points dans ma ville. Ah voilà. Vous vous rendez compte après ce que l'histoire lui a répondu? C'est incroyable. Non seulement en plusieurs ronds-points, mais en plus avec un camion. C'est un représentant, c'est le premier magistrat de la ville qui parle. C'est incroyable. Voilà. Bon, vous continuez en tout cas de réagir, de nous donner vos appels, de nous appeler en direct au 01 40 33 9000, de réagir aussi sur Facebook et sur Twitter pour répondre à cette question et à cette expérimentation. Est-ce bien utile selon vous? Twitter LGF officiel, France Maghreb 2 sur Facebook, Christophe Le Grand Forum pour rester connecté et commenter évidemment, agir bien entendu. Et puis vous le savez, depuis hier on a installé, et on va installer d'ailleurs de manière quotidienne désormais, à l'exception d'aujourd'hui parce que c'est une émission spéciale Chibani, des sujets dites de sujets de société, parce que alors beaucoup nous font le reproche de dire oui, la politique c'est bien mais ça nous casse la tête, on en a marre, on entend que ça de matin au soir, donc on va essayer d'installer tout en ne reniant pas, j'allais dire, les sujets importants qui font l'actualité, eh bien installer des sujets, des vrais sujets de discussion autour de sujets qui interpellent et intéressent tout le monde. Donc hier nous parlions par exemple des sites de rencontres, mon cher ami Nasser, et n'hésitez pas à nous donner quelques idées de sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde. Pour ce faire, vous allez nous contacter évidemment sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, Twitter LGF officiel. On est bien à votre écoute, et on n'hésitera pas à mettre un sujet sur la table, en tout cas un sujet qui vous intéresse, un sujet que vous souhaiteriez que l'on aborde. Voilà, n'hésitez pas, Christophe Le Grand Forum sur Facebook. Alors, on va en profiter pour faire notre zapping avant que nos invités arrivent pour parler de nos Chibani, donc qui vont arriver dans quelques instants. Et pour commencer ce zapping, tiens, sous le ton un peu de l'humour peut-être, voici que Manuel Valls, pour ne pas être embêté lorsqu'il est en vacances, utilise une personnalité politique. Écoutez plutôt. Manuel Valls qui a raconté ça ce week-end, il était l'invité d'Anne Romanoff sur Europe. J'ai pas envie de parler, voilà, je mets ma casquette, je prends un bouquin, mes lunettes de soleil. Ou alors vous finit par me reconnaître, c'est ça qui est embêtant. Malgré la casquette, les lunettes de soleil et la barbe, il y a quand même des gens qui vous reconnaissent. Ou alors vous dites c'est pas moi. Et ça m'est arrivé. Il a dit je suis Benoît Hamon. Antonin, vous validez la technique? Il est bien plus drôle en tout cas en invité d'Anne Romanoff qu'en Premier ministre de l'Intérieur. C'est vrai. Il est beaucoup ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi détendu, ça c'est sûr. Manuel Valls qui par ailleurs, je sais pas si vous le saviez, a un chien. Super, on s'en tape, mais alors un truc de ouf quand même, de savoir qu'il a un chien, de savoir qu'il est plus drôle qu'en étant Premier ministre. Voilà, donc il utilise Benoît Hamon pour... Il a honte de lui, quoi. C'est ça, c'est tout simplement ça, c'est qu'il a honte de lui, ça veut dire qu'il assume pas ce qu'il est et ce qu'il représente. Voilà, et en même temps, bon, pour moi, il représente rien parce qu'il est seul au monde. Bon, voilà. Oui. Alors, lui, il sort de son silence. Il était l'invité ce matin de France Inter au micro de Léa Salamé. Yann Moix qui dénonce une violence organisée au plus haut sommet de l'État contre les migrants à Calais.
C'est ce qu'il a répété hier à la suite de sa lettre envoyée au président Emmanuel Macron. Après la lettre ouverte à Emmanuel Macron que vous avez publiée hier dans Libération, j'affirme, Monsieur le Président, que vous laissez perpétrer à Calais des actes criminels envers les exilés. Ces actes de barbarie, soit vous les connaissiez et vous êtes indigne de votre fonction, soit vous les ignoriez et vous êtes indigne de votre fonction. C'est violent et c'est comme ça sur 2 pages. Pourquoi tant de colère ? Je vous reprends, Léa. C'est pas à moi de m'expliquer. Moi, j'ai rien à m'expliquer et à expliquer. C'est au président de la République de nous expliquer pourquoi, aujourd'hui, à 1h30 de Paris, sont perpétrés des actes d'une très grande gravité. Je dis d'une très grande gravité parce que je les ai vus et souvent filmés, où des gens, des jeunes gens, des adolescents, des femmes, des jeunes femmes, des hommes, des jeunes hommes, sont toute la journée humiliés, frappés, caillassés, gazés, dans des circonstances particulières parce qu'ils sont sans défense, ils sont inoffensifs et les moyens utilisés par la police, notamment les grenades lacrymogènes qui devraient être des armes de défense, sont le plus souvent utilisés pour l'attaque. L'attaque, c'est-à-dire, on nous fait accroire que c'est au moment où les migrants entrent dans les camions qu'on les gaze, c'est faux. Et quand même ce serait vrai, ce serait détestable et illégal. La police, il y a des circonstances aggravantes quand la police utilise la force. Et là, on voit bien que la police, les CRS notamment, utilisent des armes d'une très grande violence envers des gens qui ne leur ont absolument rien fait, qui ne peuvent pas leur nuire. Voilà le coup de gueule en tout cas de Yann Moix ce matin chez le confrère de France Inter au micro de Léa Salamé, une violente lettre qui a été envoyée effectivement au président Emmanuel Macron. Yann Moix, chroniqueur de On n'est pas couché sur France 2. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'il dénonce, c'est qu'il est en train de préparer un film, en fait, tout simplement sur les migrants à Calais. Il a vu des images, il a vu des choses qui l'ont horrifié, et il a tenu à le dénoncer au travers d'une lettre envoyée au président de la République. Pour finir ce zapping, une rafle de migrants, cette fois-ci c'est pas en France, aux Africains, et de nouvelles expulsions en Algérie. Ce sont des centaines de migrants subsahariens qui ont été expulsés ce dimanche à la frontière avec le Niger. Et ils avaient été arrêtés à Alger et dans la ville de Blida mercredi et jeudi dernier. Voilà donc cette info qui justement interpelle et beaucoup d'ONG dénoncent donc la situation des migrants et le sort qu'il aurait réservé en Algérie. Des expulsions donc ont eu lieu. Voilà, c'est terminé pour ce zapping en tout cas. Dans un instant, mesdames, messieurs, on va démarrer notre émission spéciale Chibani. Ils sont avec nous. On va en parler à peu près la veille tout simplement de cette décision attendue concernant la condamnation de la SNCF. On va parler de ces Chibani, on va vous les présenter et on va les mettre à l'honneur pendant au moins une petite quarantaine de minutes sur France Maghreb 2. Vous pourrez évidemment les interpeller, les appeler, leur poser des questions. 01 40 33 9000 sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Et vous n'oubliez pas et continuez de répondre à la question du jour aujourd'hui, à la suite de cette expérimentation de la ville de Nice qui va installer la police municipale dans les écoles à la rentrée prochaine. Je précise, non armée. Est-ce bien utile selon vous? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, et sur Twitter, LGF officiel. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, votre émission, votre talk de fin d'après-midi, de 16h à 18h, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. C'est parti, mesdames, messieurs, jusque 18h avec notre émission spéciale consacrée aux Chibani. Aujourd'hui, on va en parler, on va les mettre à l'honneur sur France Maghreb 2. Vous allez pouvoir les interroger dans quelques instants, mais pour l'heure et pour commencer cette émission, l'avis tranché de notre ami Nasser Lajili, qui a tenu, je le précise, à être là, parce qu'il m'a dit que ce sujet, eh bien, c'est un sujet qui l'intéresse, qui l'interpelle, qui le concerne, et on va voir ce qu'il en pense au travers de son avis tranché. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et sur un ton de questionnement, cher Nasser, y a-t-il une justice pour nos Chibani? C'est ça. Que veut dire Chibani? Le mot Chibani indique un homme âgé, un homme qu'on doit respecter, un homme sage. Aujourd'hui, le mot Chibani évoque plutôt les vieux travailleurs immigrés, dont la plupart ont été cherchés dans leur pays d'origine et surtout sélectionnés pour l'économie française. Ils ont été utilisés dans les métiers les plus difficiles pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. La France a décidé de remercier ces Chibani en leur faisant subir les pires injustices. Certains vivent dans des chambres de foyer de 7, 12 ou 17 mètres carrés depuis plus de 40 ans.
pour des loyers scandaleux de 400 à 500 euros. Ils sont interdits d'accès au logement social ordinaire, malgré des anciennetés de 15, 16 ou 20 ans de demande de logement. Que ce soit dans des villes de gauche comme de droite, ils n'ont malheureusement pas la possibilité au droit de vote, et c'est ce qui explique cela. Le regroupement familial est de fait impossible, que ce soit en France ou dans le pays d'origine, pendant que d'autres ont des résidences secondaires. Ces mêmes Chibani n'ont pas le droit de dépasser 6 mois et 1 jour hors de France, sinon ils perdent une partie de leurs droits, c'est-à-dire l'ASPA pour ceux qui n'ont qu'une petite retraite. Ils doivent même rembourser le soi-disant perçu s'ils ne respectent pas ce délai. Beaucoup parmi la nouvelle génération ne connaissent pas la situation de ces Chibani. De fait, ils sont assignés à résidence en France. Il faut savoir qu'on les découvre parfois décédés dans leur chambre de foyer depuis 3 ou 4 jours, alors que leur famille est au pays et apprend la triste nouvelle bien après. Certains sont malades de diabète, d'autres sont sous dialyse, d'autres encore sont atteints de maladies très compliquées. Je crains fort que nous parlerons plus de ces Chibani dans 10 ou 15 ans, car ils ne seront plus parmi nous. Mais une chose est sûre, ils nous auront demandé de l'aide pendant plusieurs années, et leur situation, qui perdure depuis plus de 50 ans, ne s'est jamais réglée. Pour conclure, en résumé, Christophe, certains s'interrogent pourquoi ces Chibani ne partent pas définitivement au pays. La réponse est à la fois simple et absurde. La loi française leur interdit de fait. Cela porte un nom, c'est au minimum une discrimination légale. Une discrimination décidée et maintenue par l'État français au nom de tous les Français. Mais il est encore temps pour que chacun d'entre nous, pendant les quelques années qu'il leur reste à vivre, d'aller de temps en temps à leur rendre visite pour leur apporter un peu de réconfort et de l'aide administrative. Voilà Christophe, mon avis Merci tranché. Nasser, un avis tranché en direct sur Facebook. Christophe, le grand forum. Eh bien, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez pour nous dire un petit peu ce que vous pensez de cet avis tranché. C'est vrai que tu soulignes un point important, Nasser, c'est que beaucoup de cette jeune génération ne connaissent pas, ne serait-ce que le terme Chibani, ou peut-être il n'est pas approprié selon le bon usage, j'allais dire, du mot employé. C'est exactement ça, mais c'est triste, parce que je sais que je suis confronté à avoir des discussions avec des jeunes de quartiers populaires qui fréquentent d'ailleurs ces foyers pour certains, qui vont faire leurs prières parce qu'il y a une petite salle de prière à l'intérieur, mais ils ne connaissent pas leur situation ou ne connaissent pas leur vie quotidienne au quotidien. Donc c'est important aussi de soulever la situation dramatique de ces personnes âgées qui ont participé bien évidemment à la construction de ce pays. Effectivement, et merci à toi en tout cas. On t'entend pas, Christophe. Brillamment, mon cher ami. Merci. On t'entend pas, Christophe. On va en parler dans un instant avec eux, bien entendu, nos invités qui sont très nombreux. Le temps d'accueillir Kamel qui est au standard. Ah bon, on m'entend pas, c'est normal, le micro était pas ouvert. C'est ce que je te disais, voilà. Je disais merci beaucoup Nasser pour ce brillant avis tranché. Donc on va accueillir Kamel qui est avec nous. Salut Kamel. Oui, bonsoir à toi Christophe, bonsoir à tous les auditeurs, à Nasser. Bonsoir, et effectivement, moi je voudrais réagir tout à fait. De cet hommage qu'a rendu Nasser, il est poignant, il est réel, et cette réalité, il faut que nous la marquions par le nécessaire besoin et devoir de mémoire. Donc, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons les uns et les autres, il est important et judicieux de pointer la manière dont ont été traités ces gens, c'est nos pères, nos mères, et je crois que par rapport au positionnement que nous devons avoir, j'espère que tous ceux qui sont à l'écoute retiennent ces leçons. Retiennent la leçon notamment de ce qu'ils ont été, ces gens. Humiliés, exploités, colonisés pour un certain nombre. Et nous avons ce devoir, et c'est toujours de ce devoir lorsque j'interviens à l'antenne, dont je parle sans cesse. Notre devoir est d'être unis. Notre devoir est de ne jamais oublier. Et notre devoir est de nous impliquer. Et nous impliquer passe par ce nécessaire devoir d'être unis et ensemble. Ça veut dire qu'effectivement, et ça je le reproche et je le dis, je pousse un petit coup de gueule pour dire très clairement, chacun d'entre nous a le pouvoir de décrocher un téléphone, de descendre dans la rue s'il le peut, de prendre ce téléphone et d'appeler les instances et d'être à côté de ces Chibani, mais également de nos enfants, et continuer ce combat pour marquer ensemble que nous sommes là avec cet héritage qui est le nôtre, respectueux des lois et des traditions de ce pays,
mais nous ne serons jamais les idiots utiles et nous serons présents. C'est pour ça que je vous implore, les uns et les autres, de faire en sorte que chaque jour, vous posiez votre pierre à l'édifice de la construction de notre communauté dans ce pays de diversité. Voilà, merci Kamel, merci beaucoup en tout cas pour votre réaction, cher ami Kamel. À très bientôt, merci Kamel. Dans un instant, on les accueille, nos invités. De quoi allons-nous parler? Bien, vous l'avez compris, des Chibani jusqu'à 18h. Dans les années 70, la SNCF a envoyé des recruteurs chercher de la main d'œuvre au Maroc. Le mot Chibani indique un homme âgé, un homme qu'on doit respecter, un homme sage. Aujourd'hui, Chibani évoque plutôt ces vieux travailleurs immigrés. Leur contrat stipulait le travailleur doit recevoir, à travail égal, une rémunération égale à celle de l'ouvrier français, de même catégorie employé dans l'établissement. L'égalité s'étend également aux indemnités s'ajoutant au salaire. Le contrat de travail n'a pas été respecté par la SNCF, qui a toujours considéré ses salariés comme des cheminots de seconde zone. Je suis venu mois de février 53. C'est marqué deuxième mois. Moi, je suis venu en France le 10 avril 1971. J'ai commencé à travailler le 21 avril 1971. Je me rappelle, c'était samedi. Moi, que je suis venu en France, je n'ai pas pensé que je travaillais jusqu'à la retraite. Je suis venu pour travailler, je mets un peu de sous à côté et je rentre. Mais quand je suis arrivé là, j'arrive jamais. J'ai mis des sous à côté. Concernant l'évolution de carrière, les Chibani de cheminots ne peuvent évoluer que sur 3 qualifications contre 8 qualifications pour les cheminots français. De fait, ils sont condamnés aux tâches d'exécution. Il leur a été refusé l'accès aux examens parce qu'étrangers. Et même ceux qui occupaient la fonction de maîtrise se sont vus refuser le salaire correspondant parce que non français. La discrimination a également porté sur la protection sociale inférieure à celle de leurs collègues français. Les Chibani doivent travailler en moyenne 8 ans de plus que leurs collègues français pour une retraite 3 fois moindre. Ils n'ont pas accès aux services de médecine gratuite de la SNCF. Les pensions de reversion aux veufs sont misérables. En moyenne, 300 €. Les veuves des autres cheminots n'ont pas à subir cette ingratitude et leurs enfants devenus orphelins deviennent pupilles de la SNCF. La France est fière d'avoir les meilleures infrastructures ferroviaires d'Europe. La pose et l'entretien des voies ferrées d'une part et le travail dans les centres de triage des locomotives d'autre part, 2 métiers qui ont en commun la pénibilité physique et le travail en extérieur par tous les temps, en horaire décalé, fait que leur santé, particulièrement dégradée, les postes tenus par ces indigènes du rail, n'étaient guère attrayants pour les autres cheminots parce que très durs et peu payés. À ce jour, beaucoup de ces papilles occupent les mêmes fonctions qu'à leur arrivée. À la même qualification, d'après les derniers bilans sociaux de la SNCF, 3% des cheminots à statut terminent leur carrière à l'exécution. En revanche, 97% des Chibani terminent leur carrière à l'exécution. Leur évolution de carrière est inexistante. Le plafond de verre a été appliqué aux Chibani et les enfants de l'immigration le subissent encore aujourd'hui au travail. Leurs retraites basées sur leur salaire sont indécentes. Ces cheminots ne sont pas des contractuels. Comme les autres, un statut défavorable a été créé sur mesure pour eux. Et on les met à l'honneur en direct sur France Maghreb 2 aujourd'hui dans cette émission spéciale avec Nasser Lajili. Ils sont quelques-uns à être dans notre studio. On va accueillir d'abord Redouane Kepti. Bonjour Redouane. Bonjour. Bonjour, approche-toi bien du micro, voilà. Présente-toi un petit peu aux auditeurs. Tu es quelqu'un qui combat, milite, j'allais dire, auprès de ces Chibani. Pourquoi d'ailleurs, Redouane ? Eh bien, en fait, j'ai travaillé à leur côté pendant 2 ans. En tout, j'ai travaillé 17 ans à la SNCF, dont 2 ans à leur côté. Et j'ai vu un peu l'évolution de cette affaire qui n'avance pas, qui n'a jamais avancé. Et j'ai assisté à pas mal d'audiences. Il y en a eu 19 en tout, des audiences où les personnes venaient par groupe de 60 personnes. Parce que la justice en France est individuelle, mais eux avaient un traitement particulier. Il y a même une audience où ils sont venus à 208 personnes, et dans la salle, il n'y avait pas de quoi accueillir 30 personnes. Alors c'est vraiment une justice de boucherie qui est faite à leur égard. Et malgré ça, ils continuent, ils se sont toujours battus, ils vont pas arrêter. Et la question qui est intéressante,
elle serait apposée à Guillaume Pépi, président de la SNCF, oui. Qui a suivi cette affaire. Il est là depuis le début de cette affaire. Et à chaque fois, il ne se prononce pas sur cette question. Même quand le défenseur des droits, qui est la plus haute autorité de lutte contre la discrimination en France, c'est l'État. Ouais. Même quand ils produisent un rapport qui est bien détaillé d'ailleurs, où ils expliquent toutes les discriminations qu'ont subies les Chibani, eh bien la SNCF, malgré ça, continue à vouloir les faire traîner. Et là, ça m'étonnerait pas qu'ils se pourvoient en cassation et qu'ils remettent encore quelques années de plus. Alors oui, on va rappeler, Redouane, que demain, effectivement, il y a une décision importante attendue, mais j'allais dire importante, si tant est qu'elle le soit, bien sûr, mais au-delà de ce qui va arriver demain, donc on espère, en tout cas au nom de ces Chibani, une nouvelle condamnation de la SNCF, qui a déjà été condamnée, mais qui a fait appel, et demain on devrait savoir si finalement la condamnation est maintenue. Si tel est le cas, on peut largement imaginer que la SNCF fasse appel. Pourquoi ? Parce qu'elle veut gagner du temps. Et quand on parle de Chibani, vous l'avez bien compris, on parle de personnes âgées. Et la SNCF, étant donné le montant qui est exigé auprès de la SNCF, qui est considérable, de 220 et quelques millions d'euros, eh bien, essaie de gagner du temps pour indemniser le moins de personnes possible. Exactement. C'est vrai. Exactement. Beaucoup de familles ont perdu leurs parents à la SNCF, notamment au travail. Et en fait, plus les délais vont durer, il y a des familles qui baissent les bras, mais les Chibani eux-mêmes seront toujours là pour défendre leurs droits. Oui, alors on a appris des choses absolument incroyables, Nasser, en préparant cette émission. Ouais. Par exemple, pour vous donner qu'un exemple, un Chibani doit faire 8 ans de plus qu'un 10 ans, français. 10 ans tout à l'heure me rectifier un des Chibani qui est Monsieur Kassim. Alors justement, Redouane, tu vas nous présenter des personnes qui t'accompagnent aujourd'hui, qui là sont, j'allais dire, des hommes du terrain, messieurs. Des hommes pour qui on peut être fier, parce que lorsqu'on prend le train et qu'on voyage dans de bonnes conditions et de bonne sécurité, c'est grâce à vous et à tous ceux qui sont dans vos situations, parce que je le disais tout à l'heure, le travail le plus pénible c'était pour vous, parce que peu attrayant, peu payé. Les ouvriers, j'allais dire français de la SNCF, ne voulaient pas faire ce boulot parce que c'était du travail difficile par tout temps, de pluie, par temps froid, chaud. Vous étiez là en horaire décalé, dans des conditions absolument difficiles, compliquées. D'ailleurs, votre santé aujourd'hui s'en ressent. Alors, Redouane, est-ce que tu peux nous présenter ceux qui t'accompagnent aujourd'hui ? Bien. Alors je vais présenter. Alors c'est deux cheminots qui ont travaillé, qui ont beaucoup de mérite parce ils ont travaillé plus que tous les autres cheminots. C'est leurs aînés. Ah oui. C'est leurs aînés. D'accord. Et donc il y a Monsieur Katim qui est à ma gauche. Monsieur Katim, salam alaikum, marhaba bik. Président de l'association qui soutient les Chibani. Ouais. Monsieur Marquise à ma gauche aussi, qui a travaillé longtemps à la SNCF. Ouais. Qui a travaillé plus de 40 ans. 43 ans. Et pour mémoire, il y a même une personne qui a travaillé, pas qu'une, mais une que je connais, qui a travaillé jusqu'à 70 ans. 70 ans. Et ils lui ont demandé de partir en retraite 2 jours avant sur un coup de fil. Ne venez pas lundi, vous êtes en retraite. La manière dont on les traite, c'est hallucinant. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Alors, on va peut-être avoir vos témoignages. Je pensais à Monsieur Katim, par exemple. Tiens, rapprochez-vous bien du micro. Attends, Christophe, oui. Je pense que Radouane, il a quelque chose à dire aussi. Il y avait une personne. Oui, il y a aussi Farid qui est avec nous, Farid Benahi, qui fait partie du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. C'est un front uni qui a beaucoup soutenu les Chibani partout en France, et on leur tire le chapeau, et qui appelle aussi au rassemblement le mercredi à 13h30 pour venir soutenir. Demain, mercredi 31 janvier, demain à 13h30, ça se passe où exactement ? Devant le Palais de Justice. Palais de Justice, Paris. 10 boulevard du Palais, métro Cité. Et il faut être là parce qu'on a ce devoir aussi, par respect, j'ai envie de dire, parce que quand on dit Chibani, on a tout de suite cette marque de respect qui apparaît. Ces gens qui ont lutté, qui ont mis leur famille de côté, qui vivaient dans des conditions parfois difficiles, dans des petites chambres, dans des foyers, et qui ont laissé pour la plupart leur famille dans leur pays d'origine, au Maroc. On est venu les chercher, on leur a promis l'égalité, on leur a promis du travail, on leur a promis. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à être tout simplement, ils se retrouvent déconsidérés, et surtout, ils se retrouvent. Est-ce qu'on peut parler de trahison ?
Est-ce qu'il y a trahison, pour le coup, de la France et en particulier de la SNCF concernant les Chibani? Je vais préciser un point avant de laisser mes amis parler. En fait, c'est pas des promesses qu'on leur a fait, c'est un contrat qui était noir sur blanc, qui stipulait l'égalité de traitement, l'égalité de rémunération. Donc la SNCF, si elle s'en tenait qu'au contrat, elle n'a pas respecté le contrat déjà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle perd aujourd'hui. À chaque audience. Elle perd, mais il tire sur les délais. Oui, non, mais ça on est d'accord. Ouais, ça on est d'accord, et puis ça va continuer, ça il faut en être conscient. Mais sur le fait qu'effectivement la SNCF ne respecte pas le contrat, c'est pour ça qu'elle est condamnée. Bien sûr. Exactement. Voilà. Alors, qui veut prendre la parole en premier peut-être Allez-y. Monsieur Katim. Je suis Monsieur Katim Ahmed, je suis l'original de cette combat de Chibani qui a commencé en 1998 jusqu'à présent. On a 848 personnes ils vont passer demain et on a 350 qui vont arriver et se trouvent auprès d'hommes. Et cette combat, elle est très chère pour moi parce que j'ai découvert la discrimination. Racontez-nous un peu votre histoire. Vous êtes arrivé en France en quelle année? Je suis arrivé en 72. Oui. Et je suis logé dans un bungalow à Pantin. Oui. Ni toilette, ni douche. Oui. Pendant 6 mois. Oui. Et c'est vraiment. C'était quoi votre mission à la SNCF? Quand je suis arrivé, j'ai travaillé dans changer des traverses. Ouais. Et après, après 18 ans, j'ai demandé un logement. Ils m'ont dit non, pour l'instant, vous n'avez pas le droit. J'ai continué à travailler jusqu'à 75. Ils m'ont trouvé un logement. J'ai continué à travailler, mais j'ai changé de métier. Je suis parti au triage. Ouais. Jusqu'à 93, je suis parti au transport. Et au 2004, je suis parti au commercial. J'ai fait les 4 filières, la SNCF. Ouais. Suite à l'examen de commercial en 2004, malgré ça, ils ne m'ont pas donné la position KLFD, c'est-à-dire maîtrise. Et c'est pour cela que alors que vous avez fait un travail équivalent. Ah oui, oui. C'est pour cela de 1998, j'ai pris cette démarche. Nous étions à peu près 52 personnes jusqu'à 79, jusqu'à 2009. En 2009, entre 2009 et 2013, on est arrivé à 845 personnes. C'est-à-dire que ce dossier concerne 845 personnes. Un dossier, oui. Voilà. Des Chibani. Des Chibani qui aujourd'hui et sont demain l'attente, la chance que la SNCF ne va pas faire partir en cassation. En espérant bien, comme on a demandé à tout le monde. Est-ce que vous avez des regrets concernant le fait d'être venu, d'avoir fait confiance et d'avoir fait ce travail à la SNCF? Est-ce que vous n'êtes pas dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'aurais dû rester chez moi? Oui, moi j'ai déjà travaillé au Maroc pendant 13 ans. Quand ils sont venus en 72, ils ne sont pas venus directement à Casablanca où il y a l'office d'immigration. Ouais. Ils sont partis dans toutes les régions. Ouais. Ils ont emmené les médecins et tout. On a passé les examens et tout dans une ferme. Prise de sang, les urines, les yeux et tout. Ouais. Sauf la radio qu'on a passé à Casablanca. Et on a pris le chemin. On roule que la nuit. Et la journée, on reste, c'est-à-dire, on a pris le train de Casablanca à Tanger, la nuit, et on a passé la journée. On a traversé la nuit en Espagne. De l'Espagne, on a pris le train la nuit. On est arrivé à Madrid, un changement. On a resté toute la journée à Madrid. Et on a pris le train pour Hendaye. Et après, on a pris le train pour Austerlitz. On n'a trouvé personne à l'accueil pour qu'on arrive à... Quand vous êtes arrivé en France, il n'y avait personne pour vous accueillir? Il n'y a personne. Nous étions une dizaine de personnes qui sont destinées à la SNCF, la région de l'Est, la gare de l'Est. Il n'y a personne. On a débrouillé tout seul. On a demandé au métro qui nous amène à la gare de l'Est. Ils nous ont emmenés. Après, on a cherché. On a trouvé. Ils sont venus nous chercher. Et ils nous ont emmenés dans un bungalow. Nous étions 6 par bungalow. Il n'y a même pas 6 mètres carrés presque. 6 mètres carrés, c'est hallucinant. Ouais.
C'est vraiment, pas de toilette, pas de douche, pas de la cuisine dans le, comment ça s'appelle, dans le bungalow. Vous avez passé combien d'années à la SNCF? 37 ans. 37 ans, et aujourd'hui vous êtes à la retraite? Oui, je suis à la retraite depuis 2012. Oui, 2012. Et 1120 € la retraite. 1120 €? Oui, c'est pour ça. Alors, à titre de comparaison, le même parcours au sein de cette société d'un autre homme, sauf qu'il a la particularité d'être français, il gagne combien la retraite? Donc, les Français, ils ont le minimum 15 ans, ils ont leur retraite. Mais ce qui est hallucinant dans ce qui est dit, Christophe, c'est qu'on a ces Chibani aujourd'hui qui ont cotisé plus qu'un Français de souche. Bah oui, ils ont fait entre 8 et 10 ans de plus. Voilà, ce qui est hallucinant, c'est que et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un Français, on va dire de souche, qui soit français, il peut s'installer tranquillement sans aucun problème dans un pays comme au Maroc, comme l'Algérie ou la Tunisie, et il peut revenir quand il veut. Mais un Chibani qui a pris et qui est en retraite aujourd'hui, il n'a pas droit de dépasser 6 mois et 1 jour. Sinon, il est obligé de rembourser tout ce qu'il a pu percevoir précédemment, si je ne me trompe pas, et il se retrouve dans une situation dramatique. Donc, il est condamné malheureusement à rester en France et ne pas dépasser ces 6 mois. Ça, je trouve ça scandaleux. C'est une discrimination que l'État accepte et qui cautionne depuis plusieurs années. Ça fait plus de 40 ans que ça existe. Et aujourd'hui, comment nous, on n'est pas capable d'accompagner ces Chibani pour les soutenir et les aider dans leur démarche. Je trouve que, et heureusement d'ailleurs qu'il y a des associations qui ont été présentes. Hein. Effectivement, il y a plusieurs associations qui sont présentes et qui les soutiennent quotidiennement. Moi, je suis arrivé, ça fait 7 ans que je m'intéresse à la cause des Chibani, mais parce que j'ai été interpellé par un de ces Chibani. Donc, j'y vais souvent dans des foyers pour les aider dans les côté administratif, etc. Mais je dis ça pourquoi? Parce que je veux que nos auditeurs et auditrices écoutent et essayent de se sensibiliser sur la cause de ces Chibani. Et que j'espère tout simplement que demain, on pourra trouver du monde pour les soutenir, parce que je trouve que c'est pas normal qu'en 2018, ça existe encore. Est-ce qu'il est vrai, en préparant cette émission, j'ai découvert que vous n'avez pas droit à la médecine gratuite de la SNCF? Oui. On n'a pas le droit. Alors, on va peut-être expliquer aux auditeurs ce qu'est la médecine gratuite, c'est-à-dire quand on travaille à la SNCF, on a le droit effectivement à des soins, visites médicales, etc. Vous, non? Nous, quand nous sommes arrivés, ils nous ont donné des cartes pour la sécurité sociale, oui, le régime général, oui, tandis qu'eux sont en caisse prévoyance, ils sont pris en charge 100%. C'est une caisse à part, on rappelle, ils ne sont pas partie de la sécurité sociale. Oui. Oui. Ils sont payés 100%, même les maladies, il fait une journée, c'est les payer. Nous, on a 3 jours de carence, et à partir de 3e... Vous vous rendez compte, messieurs dames, voilà, là c'est concret quand même, comme discrimination, il n'y a pas plus parlant. Un cheminot aujourd'hui ne fait pas partie de la sécurité sociale, ils ont une caisse de prévoyance qui est basée à Marseille, oui, 100% remboursé, arrêt de maladie, etc., pas de jour de carence. Oui. Vous, non seulement vous n'êtes pas dans cette caisse de prévoyance, mais à la sécurité sociale, oui, et vous avez 3 jours de carence. Oui. 3 jours de carence, et à partir du 4e jour, ils ne paient que 50% jusqu'à le 11e jour. Donc autrement dit, il n'y a pas intérêt de s'arrêter, quoi. Ouais. Mais tout ça, on n'a pas le droit de la carte circulation au début. Ouais. On a juste la carte lieu de résidence et le lieu de travail. Et en 82, à l'arrivée de Mitterrand, on a manifesté. Ouais. Et ils nous ont donné la carte. Mais si vous ne faisiez pas 40 ans de travail, vous laissez la carte, vous aurez que des fichiers, 8 fichiers par an. Et en 2004, quand j'ai commencé le combat, j'ai amené les manifestations à la direction. Suite aux négociations, ils nous ont accordé la carte comme les Français. Toute personne qui a travaillé 25 ans, il aura le droit à sa carte, il gardera à vie, comme les Français. Mais le reste, on a gagné un peu pour les maladies, on a gagné un peu pour les notations, ouais, mais ils étaient... Pourquoi j'ai quitté moi la négociation en 2004, le 22 décembre, suite aux 3 jours de carence. Ouais. Ils m'ont dit, si on les 3 jours de carence, on va perdre beaucoup d'argent. À l'époque, en 2004, il reste 700 personnes au travail des contractuels marocains. À l'époque, on des contractuels. Le nom Chibani, il est sorti en 2014, suite
l'audience qui a été passée le 23 et le 24 et le 26 ou 27, c'est là où le Nord Chibanais était ressorti. J'ai quitté la négociation parce qu'ils ne veulent pas enlever les 3 jours de carence. Moi, j'ai pas accepté. C'est pour ça que... Dans votre cas, aujourd'hui, combien de personnes sont concernées à la SNCF, c'est-à-dire qui travaillent toujours à la SNCF et qui effectivement vivent dans les mêmes conditions et ont droit finalement à rien par rapport aux autres, quoi. Est-ce qu'il y a encore des gens concernés qui travaillent, qui sont actifs concrètement aujourd'hui? Il reste 1%, 2%. Ouais. Qui sont restés parce qu'on est arrivé, il y en a qui sont rentrés un peu vieux, il y en a qui sont arrivés jeunes, et il y en a qui sont arrivés suite au choc de pétrole en 74 que le Simca il a amené, et quand il a fait faillite, c'est la SNCF qui l'a récupéré et il a profité sur eux. C'est la plupart d'eux, ils étaient un peu âgés, et la SNCF il a profité sur eux, il la met dans les, comment ça s'appelle, dans les triages ou dans les voies pour changer. Et aujourd'hui, moi, peut-être je suis fier de ce combat, que je l'ai mené tout seul presque. Et ça me coûte très cher, mais c'est pas grave. Parce que j'ai sillonné toute la France pour mobiliser les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis vraiment très content de cette décision que j'ai prise. Tout seul, suite à un cas spécial. La SNCF a décidé à demander à un agent qui est né en 42 d'aller chercher votre relevé de carrière si vous voulez partir à l'âge de 60 ans. Le mec, quand il est parti, il a cherché combien on lui a donné à l'époque? 1943 francs. Et lui, il vient d'acheter, il n'y a même pas 3 mois, une maison, il paye 2500 francs. Il est venu me voir. Il m'a dit, monsieur Katim, regarde, combien il m'a donné, qu'est-ce que je ferai? Il y a ma retraite. Est-ce que je paye le crédit? C'est pour ça, à l'époque, les gens qui ne sont pas à l'âge de 55 ans, ils n'ont pas le droit d'avoir le relevé de carrière. J'étais tourné, j'étais à Bourget, j'étais à la gare de l'Est et tout, sur les vieux. J'ai demandé 4 relevés de carrière et j'ai fait les photocopies. J'ai fait une lettre. J'ai fait adresser au président de la République à l'époque, Chirac, Jospin, Guissot, ministre des Transports, Louis Gallois, et les 8 syndicats. Le malheur qui m'a fait mal, c'est les syndicats qui n'ont pas répondu. Les syndicats ne nous ont pas soutenus. Alors, on continue d'en parler, ne bougez pas, on fait la pub rapidement, on est de retour très vite avec nos invités aujourd'hui pour parler des Chibani à la veille de cette décision attendue concernant la SNCF et le sort des Chibani. À tout de suite. NGF, le grand forum, merci d'être avec nous dans cette émission spéciale Chibani. Vous pouvez le constater avec Nasser Lajili aujourd'hui. C'est véritablement de discrimination dont on parle aujourd'hui, dont sont victimes nos Chibani. Juste avant de laisser la parole à Farid, je voudrais juste que Monsieur Katim nous dise, comme vous disiez il y a quelques instants en antenne, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de la première condamnation de la SNCF, c'était en 2014? J'ai pleuré. Parce que les gens avant, ils foutent de moi. Ils croient que je suis en train de gasser le temps et tout, mais en 2014 j'étais effrayé, j'étais pleuré, j'ai jamais pensé que je gagnais. Parce qu'au début, moi, quand j'ai commencé le combat, j'ai pas commencé pour l'argent, c'est pour la dignité des contractuels marocains ou d'autres. Et je vois que quand je parle avec les chefs et je ne connais pas votre statut. C'est ça le malheur. Les chefs, quand vous parlez avec eux, nous, on n'a pas de statut. Notre statut, en plus, jusqu'à présent, personne qui est au courant des choses. Quand ils ont créé le nouveau statut pour les contractuels en 2014, un contractuel, s'il arrive à la retraite, la SNCF, elle doit lui payer, elle doit lui payer 1 mois par an. Ouais. Mais il l'oblige d'écrire une lettre, comme quoi c'est lui qui a demandé à la retraite, il ne paye que 2 mois. Et il le vole, les 40 ans ou 30 ans qu'il a travaillé, il ne paye que 2 mois. On va laisser la parole à Farid peut-être qui souhaite intervenir aussi, qui est resté d'ailleurs bien silencieux depuis le début de cette émission. Farid, rebonsoir. Merci Christophe de me donner la parole et surtout merci d'avoir programmé cette émission auquel on voit bien à travers les propos
que c'est une question vraiment essentielle, parce que ce combat des Chibani, des anciens, de nos anciens, de nos parents, et pour l'égalité des droits et contre le racisme est vraiment d'un enjeu essentiel, et ça nous concerne aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire, Farid, pour celui et celles qui viennent de nous rejoindre là, qui écoutent la radio cet après-midi, qui ne connaissent pas en fait les Chibani, ils ne connaissent pas ce qu'ils ont vécu, leur situation, qu'on en a évoqué depuis tout à l'heure. Alors là, on a illustré au travers de quelques exemples, et il y en a beaucoup d'autres d'exemples d'inégalités qu'ils ont subies pendant des années. Ils ont abîmé leur santé, ils ont été moins payés, beaucoup moins payés que les autres. Leur famille n'avait pas le droit aux mêmes choses que les autres. Vraiment, c'est du sacrifice du début à la fin, pour le coup, pour une retraite qui s'avère être une retraite misérable. Alors, ne parlons même pas de la pension de réversion, qui est terrible. Ben, vous évoquiez à juste titre tout à l'heure la question de la transmission et de la mémoire. Mais cette mémoire, c'est vrai que c'est essentiel de pouvoir montrer les combats qui sont menés, parce que ces combats-là s'inscrivent aussi dans une histoire. Parce que ce type de discrimination, qui est en fait un racisme aussi, il faut dire les choses, il faut pouvoir les nommer, ces réalités. C'est un racisme, et je rappelle à ce titre que la SNCF est quand même une société où l'État est majoritaire, et que ça s'inscrit aussi dans une continuité. Par exemple, ce combat ressemble aussi à celui des anciens combattants qui ont lutté pour leurs droits. Donc ces questions de combat, de lutte pour l'égalité, contre le racisme, s'inscrit vraiment dans une histoire, parce qu'il y a des réalités qui durent, y compris pour les jeunes générations, certes d'une autre façon, peut-être avec moins d'arrogance, mais on peut le constater que il y a des discriminations, que ça soit au travail, que ça soit l'accès au logement, que ça soit on voit bien que ce racisme est généralisé et est présent et touche plusieurs générations, et il continue, et ça continue, et donc c'est pour ça que nous appelons à Paris à un rassemblement de soutien en solidarité à 13h30, à Marseille également, à Lille, à Marseille, parce qu'on a une fréquence sur Marseille notamment, Gare Saint-Charles à 17h30 demain absolument, à Lille également, à 18h. Donc nous appelons partout à ce que les gens viennent soutenir et espérer. Qu'est-ce qu'il faut attendre de demain? Est-ce qu'il y a une chose importante à attendre? Eh ben déjà que, bien entendu, la décision soit confirmée d'une part, mais que d'autre part, on fasse le plus de bruit possible pour que les gens se saisissent de ces questions. Parce que vous l'avez évoqué, cette question touche le travail, mais pas seulement la question des discriminations Chibani, elle touche aussi le logement, la santé, et donc il est vraiment nécessaire qu'il y ait une mobilisation pour que enfin les Chibani puissent vivre dignement, et surtout jouir pleinement des droits qu'ils n'auraient pas dû, qu'ils auraient dû avoir. Alors pour être, je sais pas si une ou deux personnes souhaitent me répondre là-dessus. Alors juste me rectifier si je dis une bêtise. Les Chibani n'avaient le droit qu'à 3 qualifications contre 8 pour les ouvriers français, c'est ça? Parce que nous, on n'a pas le gré comme les Français. On a B, C, c'est tout. Tandis que eux, B, il va jusqu'à 11, il passe au C. Après c'est 12, après il va aussi 15. Dans la manœuvre, ça n'existe pas la maîtrise. Pour les ouvriers, ils sont limités aux 15, mais 15 position 15. Moi je me rappelle bien en 2009, un calife C, il est parti avec 1 million de francs. Mais non, regarde combien on touche maintenant. C'est à l'époque, maintenant, eux, ils touchent plus que 2500 € par mois. Est-ce que vous avez eu des soutiens de la part de personnes, donc français, qui travaillent à la SNCF, non, pas du tout, qui n'ont jamais dénoncé cette inégalité? Non. Je suppose que vous leur avez dit,
Les syndicats on a basé sur les syndicats, parce que moi j'étais adhéré au CEDRAI, c'est eux que j'ai pris comment travailler, comment faire. Ouais. Et quand j'ai fait appel le 30 avril 2003, un rassemblement des Marocains, c'est la première fois, ils m'ont dit, vous avez arrivé à rassembler des personnes, vous avez fait beaucoup de progrès. Mais quand on est arrivé à la bourse de travail, on a trouvé 120 personnes. Et là, les syndicats, ils étaient effondrés, et ils étaient vraiment piégés. Et c'est là qu'il m'a donné beaucoup de la force, et j'ai continué. Mais il y a que Sudrail qui m'a soutenu jusqu'à présent, qui me soutient. Il y a la Force ouvrière qui est venue un peu pendant les manifestations 2014, parce que 2014, on m'a passé toute l'année aux manifestations, au ministre des Transports, l'exposition des trains à Champs-Élysées et tout, partout. Et on a bloqué des trains, les négociations en plus. Mais on n'a jamais soutenu par les dirigeants CGT ou par l'UNSA. Il n'y a que les deux syndicats qui un peu, surtout Sudrail qui m'a soutenu beaucoup. Et jusqu'à présent, une donne locale pour les gens, pour discuter, pour faire les papiers, pour tout, et rassembler les dossiers, etc. C'est bien de le préciser. C'est bien de préciser ce rôle des syndicats, parce qu'en fait, les syndicats ont été les grands absents de cette question. Alors 846 collègues qui se font discriminer, qui sont cheminots aussi, aucun soutien. Et on remercie Sudrail qui a aidé les Chibani jusqu'en 2004. Mais après, quand les Chibani ont voulu aller en justice, Sudrail leur a dit, écoutez, nous, on reste avec vous si vous trouvez un arrangement avec les directions. Ils n'ont pas voulu rentrer en conflit avec la SNCF. Là-dessus, sur ce sujet, en tout cas, bien précis. Ils ont dit, à partir du moment où vous allez en procès, on vous soutient plus. Et leur arrêt, c'est l'arrêt de ce soutien. Il a été fait à partir à peu près du dépôt des dossiers au prud'homme. Maintenant, c'est sûr que il leur passe un local, c'est gentil, mais c'est pas du travail syndical pour moi. Et ces positions de syndicats, en fait, elles divisent les ouvriers. Elles divisent les ouvriers parce qu'après on a des ouvriers, entre parenthèses, d'une certaine catégorie. Ils défendent que les ouvriers à statut. Les salariés de la SNCF, ils défendent que ceux qui ont statut. Ceux qui sont contractuels, pour eux, ils ne font pas partie de leur famille. Et ce qu'on attend aussi demain du procès, du délibéré de la Cour d'appel de Paris, c'est aussi que ça ouvre un peu la perspective de la clause de nationalité qui est appliquée. Pour la SNCF, il faudrait qu'ils les retirent de leur statut. Ce qu'ont fait d'autres entreprises, je citais tout à l'heure. Merci de les avoir cités. A été enlevé, notamment à EDF, à la Poste, la Sécurité sociale. C'est le seul. Pas à la SNCF. Pas à la SNCF. C'est le seul établissement, le EPIC, établissement public industriel à caractère commercial, qui n'a pas retiré cette clause de nationalité. Il faudrait aussi qu'ils retirent de leur texte ce fameux statut PS25 qui est appliqué seulement au Chibani. C'est quoi ce statut, pour préciser? Pour préciser, alors on a deux catégories de personnel à la SNCF. Il y a les contractuels et les cheminots. D'accord. Ça, c'est régi par le dictionnaire des métiers de la SNCF. Les Chibani qu'on a là étaient des cheminots, sont des cheminots. D'accord. Mais des cheminots entièrement à part. Pour eux, c'est pas des cheminots à part entière. De seconde zone, c'est ils leur ont créé un règlement particulier, quoi. Sur mesure que pour eux. Que pour eux. C'est pour ça que c'est facile de dire pour la SNCF qu'ils ont, oui, mais on a 10 000 contractuels, pourquoi les autres ne vont pas devant les tribunaux? Parce que les autres ne sont pas cheminots. Ça pose, juste pour finir, ça pose aussi la question des emplois fermés. Il y a 7 millions d'emplois qui sont en France, qui sont fermés aux Africains. Ils sont ouverts aux Français et aux Européens, mais pas aux immigrés ou aux personnes venant des anciennes colonies. C'est des emplois fermés. Est-ce que on peut parler d'une sorte de colonisation qui se perpétue, qui continue finalement au travers de ce que vous subissez, de ce que vous avez subi, de cette injustice? J'invite les auditrices et auditeurs d'ailleurs qui souhaitent apporter leur témoignage. Je sais pas, en écoutant cette émission depuis tout à l'heure, vous apprenez peut-être des choses qui vous font bondir comme nous. 01 40 33 9000, n'hésitez pas si vous souhaitez leur apporter leur soutien. Qui plus est, encore mieux, soyez là demain en 13h30 devant le palais de justice de Paris. Mais je sais que bon, évidemment, il y a pas mal qui travaillent. Au moins leur apporter leur soutien, de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat, et que aussi cette jeune génération se sensibilise à leur cause,
Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de jeunes se plaignent. C'est pleurniche entre guillemets. Mais vous ne pleuriez pas. Vous étiez là, fort et dur. Vous avez endossé et subi pendant des années en silence, sans faire de bruit. Vous n'avez pas cassé de voiture. Non. Vous n'avez pas brûlé quoi que ce soit. Vous avez juste travaillé avec des salaires de misère et dans une pénibilité extrême. Et à ce titre, messieurs, vous méritez notre plus grand respect. Bravo. Bravo, messieurs. Merci. 01 40 33 9000. On va prendre un appel au standard. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelais pour réagir là justement sur le problème des cheminots marocains. Oui. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Moi, c'est Mohamed. Mohamed, vous nous appelez d'où? De Paris. D'accord, on vous écoute. Je suis moi-même un cheminot, donc c'est quelque chose que je connais bien. Donc voilà, c'était vraiment pour leur dire de continuer, de pas lâcher l'affaire et vraiment de poursuivre, parce que même au sein des directions à SNCF, ils sont conscients du problème. Mais voilà, pas ouvrir la porte à d'autres contestations. Voilà, mais il faut savoir voilà qu'aujourd'hui, même des cheminots français entre guillemets, ils sont conscients de cette inégalité qu'il y a pu avoir vis-à-vis des cheminots marocains. Donc voilà, un grand soutien à eux et bonne chance pour demain. Merci Mohamed, merci beaucoup. 01 40 33 9000. Voilà, ça fait du bien quand même ce genre de témoignage. Et Farid. Oui, tout à fait. Du reste, même si les syndicats restent silencieux, espérons que demain ils appelleront et ils viendront soutenir. En tout cas, ça n'empêche que les cheminots qui veulent être solidaires sont les bienvenus et qu'ils viennent, bien sûr. Moi, Farid, je suis énervé. Je vais te dire pourquoi je suis énervé. Non, mais sérieusement, vous savez qu'ici dans cette émission, on parle vrai. Il n'y a pas de langue de bois. Je suis énervé de voir que ces messieurs qui ont donné toute leur vie, qui ont donné leur santé, qui aujourd'hui on le voit, on était dans le mépris le plus total par cette société. Et si on doit aujourd'hui toute ce modernisme à la SNCF, ce confort que l'on peut avoir, usagers, nous clients de la SNCF, on le doit en partie à vous les Chibani qui avez travaillé pendant de nombreuses années dans des conditions, je le rappelle, difficiles. Vous savez pas ce que c'est de travailler sur des rails en plein courant d'air. Mais Christophe, tu es énervé aujourd'hui parce que tu prends la mesure de cette histoire, sauf que c'est question de discrimination systémique et c'est pour ça qu'on dit nous ça suffit, il faut que ça s'arrête un jour ou l'autre. Nous on les connaît, ça fait plusieurs décennies, nos parents les ont connus, ça fait plusieurs décennies. Tu faisais un parallèle à juste titre tout à l'heure avec la colonisation. C'est vrai qu'on peut le faire parce qu'on voit bien que c'est un traitement particulier qui fait en sorte qu'aujourd'hui ils sont traités de façon particulière. Celui-là, ça s'appelle une forme de sous-citoyen, de sous-citoyens, effectivement. Donc on considère que parce qu'ils viennent des anciennes colonies, ils ont droit à des droits inférieurs. Et ça a une histoire. Ça a une histoire. Et donc ça, nous on connaît, ça fait déjà. Et dire qu'on va donner nos leçons de morale dans d'autres pays, voilà. Hein. On peut même commencer par de se regarder soi-même. Il est intéressant de regarder, de balayer devant sa porte avant d'aller donner des leçons de morale et des leçons de démocratie aux autres. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Bonsoir, c'est Habib de Aubervilliers. Oui, Habib, on vous écoute. Oui, alors moi j'ai travaillé 50 ans. J'ai travaillé à la SNCF. Après j'ai travaillé dans les garages, j'ai travaillé partout. Et là, à la fin de compte, je touche 650 € de retraite. Donc lui, le cas de ce monsieur qui est au téléphone, il est concerné sur la question de l'ASPA, Christophe. Donc ce monsieur ne peut pas dépasser 6 mois et un jour, sinon il perd une partie de son indemnité de complément à la retraite. Vous confirmez, Habib, hein? Oui. Alors le complément, ils m'ont donné 314 €. Et la retraite, 280 moins 30 € des charges 650. Ils me payent 650 et j'ai 500 € de loyer. Et ils m'ont dit, il te manque 18 trimestres. Alors on te réduit la retraite. Parce que il y en a qui m'ont pas déclaré malgré j'ai les fiches de paye. Et 50 ans j'ai travaillé. Comment il a travaillé. Et vous écoutez. Allez-y, posez-lui votre question, monsieur.
Et c'est Monsieur Habib. Oui. Attendez, maintenant, j'étais obligé de faire une formation à 66 ans, et j'ai fait une formation en ambulance, et là je travaille en ambulance pour vivre, parce que 650 €, c'est pas possible. C'est rien du tout. C'est bien entendu. Habib, vous avez travaillé combien de temps à la SNCF? J'ai travaillé à la SNCF 4 ans. Ah oui, c'est... J'étais comme les contrats temporaires avant. Vous n'avez pas le droit de faire un dossier avec nous. Il faut 15 ans. Merci Habib en tout cas pour votre témoignage. Donc aujourd'hui vous gagnez mieux votre vie en tant qu'ambulancier? Bien sûr, là je touche ambulancier, j'ai fait 151 heures, je touche 1480. Et après là, il me paye les 650 € de retraite, voilà. Je suis obligé de retravailler, là j'ai 70 ans presque. Hein. Merci je suis obligé monsieur. de continuer à travailler. Merci Habib en tout cas d'Aubervilliers, bon courage, merci pour votre témoignage. Alors, on va peut-être faire un petit tour de table pour conclure et rappeler surtout, parce que c'est important, au-delà de la sensibilisation que peut apporter cette émission, c'est d'être présent demain à 13h30 pour ceux qui en ont la possibilité devant le palais de justice de Paris, parce que demain une décision importante, qu'on ne manquera pas de relayer d'ailleurs ici en direct demain après-midi, en espérant avoir une bonne nouvelle. Mais normalement elle devrait être à la hauteur, c'est la condamnation de la SNCF qui, sans nul doute, messieurs, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, fera appel quoi qu'il en soit. Ah, ça c'est sûr. Voilà. La SNCF c'est pas une surprise. Condamnée, mais on a peur qu'elle va en cassation. Bah évidemment, parce qu'on disait, de toute façon il faut pas être naïf, et vous ne l'êtes pas évidemment. C'est que la SNCF va chercher, va faire par tous les moyens pour gagner du temps. Et comment gagner du temps? C'est essayer d'indemniser le moins de personnes possible. Et donc, comme on a affaire à des personnes qui sont âgées, dans quelques années, on connaît les lenteurs de la justice, voilà. Et ils vont gagner du temps et donc dépenser moins d'argent. Et aujourd'hui, on a 100 femmes veuves dans les dossiers. 100 femmes veuves dans les dossiers, 100 femmes veuves qui sont pas considérées de la même manière que les veuves de Français. Mais moi, parce que les veuves contractuels marocains, ouais. Si son mari est logé dans un bâtiment, ça appartient à la SNCF, il décide où il part à la retraite, il est obligé de quitter le logement. Tandis que le Français, il garde le logement, et la femme, l'homme il est décédé, la femme sera payée un an, totalité, et si les jeunes, il peut travailler à la SNCF. Moi, ce qui est hallucinant, Christophe, c'est qu'on constate aujourd'hui l'hypocrisie des hommes politiques aujourd'hui face à cette situation. On voit qu'il y a un silence total, on voit que la gauche, ceux qui défendent, on va dire... La gauche, elle n'existe plus, mon cher Aminasser. Oui, bien sûr, mais c'est triste à dire, mais malheureusement, ces Chibani aujourd'hui, ils sont voués à eux-mêmes. Donc, c'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'on ait des hommes politiques qui défendent soi-disant leurs droits, ou de défendre les inégalités, les discriminations, qu'on les entende pas aujourd'hui, qui sont silencieux face à cette situation. Et ils se mettent un voile devant les yeux, ce même voile qu'ils dénoncent en permanence. Bien sûr, mais ça me révolte parce que c'est ceux qui nous font des leçons de moralité, sauf bien évidemment, et ça je pense que peut-être qu'ils vont me confirmer, j'ai appris qu'il y avait aussi Danielle Obono qui vous soutenait par rapport à la cause. D'ailleurs, c'est la seule qui est courageuse. On peut voir toutes les attaques qu'elle peut avoir quotidiennement parce que elle sort du contexte on va dire du système politique qu'on a habituellement. Alors on va faire un tour de table peut-être avant de terminer parce que l'émission passe très vite. On va juste un dernier mot à tous. Donc encore une fois merci d'être venu. On ne manquera pas en tout cas de vous réinviter parce qu'on va suivre ce dossier. Vous savez qu'à France Maghreb 2, mon cher Edouane, t'en es témoin, dès que tu nous appelles on est là, on répond présent, en tout cas parce que c'est une cause qui nous parle, c'est une cause que l'on trouve juste et on se doit en tout cas de vous mettre à la lumière pendant que vous avez été à l'ombre pendant de nombreuses années, beaucoup trop. Alors un dernier tour de table, peut-être qui veut commencer pour un dernier mot? Moi j'espère que demain on va gagner. Inch'Allah. Et que la SNCF ne va pas aux cassations. Et si par aux cassations, tant qu'on est vivant, on va compter notre combat jusqu'au bout. Vous êtes un petit peu à l'image de cette émission, on ne lâche rien. Non. Et vous ne lâchez rien. Non, jamais. Allez-y, un autre. Il y a un proverbe chez nous qui dit que la route elle est longue, mais le cavalier continue à marcher. La classe. Parfait.
Non mais c'est vraiment important de soutenir et de venir demain à 13h30 à Paris, à Marseille, à Lille. Toutes les informations. Il y a une page Facebook d'ailleurs. Oui, il y a des pages Facebook. La page Facebook. Il y a tous les détails y sont. Donc c'est le Front Uni FUIQP 75 et vous pouvez y avoir accès directement. Voilà, moi je crois que cette question des Chibani discriminés, qu'ils viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de toute l'Afrique, c'est vraiment important d'être là parce que ça concerne tout le monde en vrai. Cette question de la lutte pour l'égalité des droits et contre le racisme vraiment concerne tout le monde. Ouais. Donc il est nécessaire vraiment de venir le plus nombreux possible. Voilà. Demain à 13h30. Redouane, conclusion? Eh bien, pour finir, j'aimerais bien que Guillaume Pépis se prononce sur cette affaire. On lui a jamais tendu le micro pour qu'il s'explique et qu'il explique déjà même pourquoi il a fait appel et qu'il explique peut-être que le rapport du défenseur des droits est faux, en quoi il est faux. Mais en tout cas, il faut qu'il se prononce parce qu'il s'est prononcé sur beaucoup d'affaires. Mais d'une manière générale, la discrimination de plus de 840 salariés de son entreprise, il a jamais eu à s'en justifier. Merci à tous en tout cas et c'est un merci collectif sans avoir demandé une quelconque autorisation. Je suis sûr que toutes les auditrices et auditeurs, ils sont à des milliers à nous écouter chaque jour sur cette radio, vous disent merci et surtout bon courage. Merci France Maghreb. Merci à vous aussi. Merci la radio. À très très vite. Dans un instant, Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum. On remercie encore une fois tous nos invités aujourd'hui avec cette belle photo pour immortaliser cet instant de radio, de rencontre et de témoignage. Ce qui va vous permettre d'ailleurs de réagir pendant quelques minutes qui nous restent dans le cadre de Libertad sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000. Vos appels, on les attend. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous avez certainement, moi je l'espère, été sensibilisé par ce dont on a évoqué aujourd'hui dans cette émission. 01 40 33 9000 pour intervenir dans le cadre de Libertad, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Paris, Le Havre, Amiens, Orléans, Reims, Metz, partout ailleurs en France et également à l'étranger. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, Samir en direct de Chantilly. Bonsoir Samir. Ouais, vous allez bien Christophe? Merci Samir, on t'écoute Samir. Alors moi je voudrais déjà remercier ces messieurs là qui ont parlé, on est bouleversés par ce qu'ils viennent de dire. Et ils ont en fait ces gens-là, les mesquines, ils ont servi de de main d'œuvre pour la France et c'est comme ça qu'on les remercie. C'est vraiment triste. Exactement. En fait ça aurait dû rester chez eux, mais même pas vu en France. Mais comme on leur fait, c'est grave. Ils méritent plus que tout ces gens-là. Bien sûr, mais c'est à nous de nous battre aussi pour travailler. Ils ont tout fait, mesquines. C'était des vrais rageux. Ils ont jamais baissé la tête, pas un plus homo que l'autre. Ils méritent tout l'or du monde, ces rageux là qu'on parlait. Et je vous aime, moi. Je vous aime. Voilà. Merci Samir, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Parole, c'est des vrais rageux là. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée Samir, merci beaucoup. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Christophe Pro. C'est Christophe, oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle parce que j'ai écouté le débat qui a eu lieu avec la SNCF. Waria Amari. Waria. C'est même mon nom de famille. Vous appelez d'où? J'appelle d'Épinay-sur-Seine. D'accord, nous vous écoutons, cher Waria. Waria, pardon, excusez-moi. On vous écoute. Voilà. Et mon nom de famille c'est Amari. Non, mais le nom de famille, on n'a pas besoin du nom de famille. On vous écoute, vous êtes en direct. Non, moi je vous le donne pour une simple et bonne raison. C'est parce que j'y tiens. Parce que j'ai soutenu donc les Chibani, mais de ma place à moi, puisque j'étais dans le social. Oui. Donc je les ai soutenus. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont parlé et il y a pas mal de personnes qui vous ont également téléphoné que j'ai reconnu parce que je suis commerçante. D'accord. Donc c'est des gens qui ne vous ont jamais manqué de respect, qui ont toujours été très gentils avec vous. Et voilà. Et c'est des gens qui vous soutiennent indirectement ou directement. Donc je tenais à les remercier directement. Et c'est pour ça que je vous donne et mon nom et mon prénom. C'est des gens du 92, du 93, 94 et de la France entière. Voilà, les Chibani, j'y tiens beaucoup. J'espère qu'ils gagneront cette fois-ci cette bataille. J'ai mis sur mon Facebook, parce que je suis joignable sur mon Facebook et je sais que certaines de personnes que vous avez près de vous et qui vous appellent consultent mon Facebook régulièrement. J'ai soutenu la Palestine également, j'ai pas mal bougé.
Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai toujours été avec vous et ça c'est depuis quelques années. Merci. Et je serai toujours à votre côté. Merci pour votre témoignage en tout cas et, Avec grand votre plaisir, gentillesse. À avec très grand bientôt. plaisir, avec grand plaisir et continuez ce que vous faites et vous avez des personnes qui sont vraiment remarquables près de vous et les personnes que je rencontre seront toujours aussi remarquables et c'est pour ça que je vous ai donné et mon nom et mon prénom. Merci Aurélien, merci beaucoup. 01 40 33 9000 France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Allô, une fois, deux fois? Ok, allez, on passe à autre chose. 01 40 33 9000. Belle émission, Nasser, aujourd'hui. Hein. Exceptionnel. Les larmes aux yeux quand j'entendais, comment il s'appelle, Monsieur Katim. Monsieur Katim. Voilà, franchement, j'ai été. Qui a été d'ailleurs un des premiers à mener le combat. Hein. Mais c'est ça, c'est qu'il a été un des premiers. Et moi, ce que je trouve dramatique, c'est que c'est des Chibani qui n'ont pas lâché le morceau, qui sont partis jusqu'au bout, qui ont cru vraiment jusqu'au bout, et qui aujourd'hui sont fiers et ils ont gardé leur dignité, leur honneur. Et c'est ce qui m'apporte de la force à continuer à accompagner ces Chibani quand il le faut. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs et auditrices d'aller leur rendre visite quand vous pouvez leur rendre visite. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Allô. Quel est votre prénom, monsieur? Quel est votre prénom et ville d'appel, s'il vous plaît? Karim Le Havre. Karim, on t'écoute. Ouais, moi j'appelle pour les vieux Chibanais là, qui ont travaillé toute leur vie à la SNCF. Et les remerciements, comment dirais-je, ils les ont mis de côté comme des, excuse-moi du terme que je veux dire, comme des merdes. Ils ont raison de se battre, ils ont raison de donner leur dignité, et il faut pas qu'ils lâchent le morceau. Ils n'ont pas l'intention de le lâcher, visiblement. On les croit, en tout cas, on les sent bien déterminés pour le coup. Merci Karim. C'est une honte de voir ça. Ouais. Effectivement. Je te remercie Christophe, continue comme ça, vous cartonnez sur cette émission-là, et plus tard, Inch'Allah, ça continuera de plus en plus avec France Maghreb. Ouais, continuez à faire passer le mot, hein, parce qu'il y en a qui disent que le Grand Forum fait pas d'audience. Prouvez-leur le contraire. Si. Voilà, merci hier, Karim. J'ai appelé hier pour le truc de l'idole, et bon, bah, j'ai pas eu le temps avec le travail. Mais qui continue, qui lâche rien du tout les Chibanais, parce que c'est grâce à eux qu'on est là, et c'est aussi grâce à eux que la vie continue, quoi. Merci Karim, et très bonne soirée à toi du côté du Havre. En tout cas, on te salue. Mais là, il a dit un truc super important. C'est grâce à ces Chibani qu'on est en France. Effectivement, il a raison, il faut le soulever. Ouais. Parce que s'ils étaient pas présents, on ne serait pas là. Et ça, c'est un constat. Donc, on oublie trop souvent d'où on vient. Et je pense que c'est important qu'on les soutienne et qu'ils soient accompagnés. France Maghreb 2, bonsoir. 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 Sofiane, bonsoir à toi. On t'écoute. Bah, moi, j'appelle pour réagir au débat d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je leur souhaite déjà de gagner demain, Inch'Allah. Ouais. Et faut se dire qu'il y a une justice en haut. Donc, même s'il n'y a pas une justice ici, il y a une justice en haut. Donc, tous ceux qui ont fait du mal, ils vont le payer. Dans tous les cas. Soit dans le matériel ou dans le reste. Ils le payeront, Inch'Allah. Voilà ce que j'ai à dire. Et je souhaite demain qu'ils vont gagner, tout mon cœur. Merci Sofiane. Bonne soirée. 01 40 33 9000 pour nous appeler, Libertad, pour réagir bien sûr dans cette émission. Toute liberté, oui. On est la seule émission à vous offrir cet espace de liberté, de cette manière-là en tout cas. France Maghreb 2, bonsoir. Ouais, franchement, le chat aurait pu rester couché aujourd'hui. Hein. On n'avait vraiment pas besoin de toi. 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour réagir, pardon. Bien sûr. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, peut-être qu'on peut dire aussi qu'il y a aussi des discriminations et des choses qui se passent aussi dans les foyers. C'est qu'on a des antennes relais qui sont installées au-dessus des foyers, et c'est pas une ou deux antennes relais, c'est par 14, 15, 16, 17, parce qu'on sait très bien que c'est des personnes qui ne pourront pas agir, et parce que tout simplement ça apporte de l'argent à certains bailleurs qui profitent de ces Chibani. Donc voilà, c'est juste pour faire aussi comprendre à nos auditeurs et auditrices que ces Chibani sont discriminés et attaqués de partout. Donc soyez présents s'il vous plaît. Je le dis parce que si je le répète à plusieurs reprises, c'est parce que je le vois sur le terrain. Parfois c'est triste à dire, mais on n'est pas beaucoup actifs sur la question des Chibani. Un petit dernier pour la route, bonsoir. Oui, bonsoir, moi je livrer le temps. Je vous appelle par rapport justement au procès Chibani. Oui, moi-même. Je te dis que je suis fils de cheminot et mon père en fait fait partie des plaignants. Donc simplement pour leur apporter tout mon soutien. Et aussi pour dire que ce sont des honnêtes gens, courageux, qui ont fait vraiment un effort, qui ont émigré dans une période qui était compliquée. Et donc voilà, déjà soutien par rapport à cela. Et deuxièmement, il faut bien vraiment que leurs enfants prennent conscience vraiment de l'effort qu'ils font. Ils ont lutté seuls, bien évidemment,
avec les syndicats qui les ont laissés de côté. Et leurs enfants doivent prendre vraiment exemple sur leurs parents, sur leur père, et voir l'action qu'ils ont menée. Et ce serait un bon exemple pour la suite et pour les droits que l'on pourrait avoir pour plus tard. Parce que l'effort que ces Chibani font, c'est les fruits vont justement être récoltés pour les générations futures. Et les enfants de la deuxième, de la troisième génération doivent prendre conscience de cela. Voilà, merci. Merci, et je crois qu'on pouvait pas mieux terminer finalement qu'avec ce témoignage. Merci à vous. Et cette émission qui vous ressemble et qui vous rassemble, parce qu'on doit se rassembler quand il y a des sujets comme celui que l'on a abordé aujourd'hui, pour transmettre. Un travail de transmission, de mémoire aussi est important à faire auprès de la jeune génération qui, je le disais tout à l'heure, se fait entendre, crie, parfois de manière pas toujours intelligente, faut le dire. Eux, en l'occurrence, continuent le combat après des années et des années d'humiliation. Je pense que le mot est faible, qu'ils ont vécu, mais ils sont toujours restés dignes, toujours restés debout, toujours restés à demander leur droit à être considérés, mais toujours de manière polie, calmement. Exactement. Voilà. Et bravo à eux. Et grand respect encore une fois à ces messieurs. Et comme le disait, je crois que c'est toi, Nasser, ou un autre auditeur disait, si aujourd'hui vous avez toute ce loisir d'être ici en France aujourd'hui, de travailler, d'avoir un appartement, d'avoir une famille, d'être bien, vous le devez en partie aussi grâce à eux. Ah oui, exactement. Et j'ai une grande pensée, permettez-moi, juste à titre personnel, à un monsieur que je vais citer son nom, monsieur Ben Hamza, qui est lui aussi Chibani de la SNCF. Et j'ai une grande pensée à tous ses enfants, à Rachid, à toute ta famille Ben Hamza, que je salue. Voilà, merci beaucoup en tout cas Nasser. Merci à toi Christophe, c'était un plaisir et un honneur. Rendez-vous demain 13h30 et demain avec Nadir Kaya entre 16h et 18h sur France Maghreb 2. Le grand forum continue sur les réseaux sociaux, vous continuez à nous adresser vos messages, témoignages. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous avez des sujets à nous proposer que vous souhaiteriez que l'on évoque ensemble, surtout dans la partie sociétale, eh bien vous allez sur Facebook, Christophe le grand forum, Twitter LGF officiel. Excellente soirée à l'écoute de France Maghreb 2, 18h01 dans un instant l'excellent Medjed. L'heure du flash pour l'heure avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Des rassemblements, des manifestations un peu partout en France. À Paris, ça se passe devant le ministère de la Santé. Les personnels des maisons de retraite demandent plus de moyens humains et financiers pour mieux s'occuper des personnes âgées. Une grève inédite aujourd'hui. Vers une mise en examen de Jonathan Daval, c'est ce qu'annonce son avocate. On a été surpris par certains éléments du dossier dont on n'avait pas connaissance, a regretté à la mi-journée l'avocate de Jonathan Daval. Le mari d'Alexia, retrouvée morte en octobre dans un bois de Haute-Saône, est en garde à vue depuis hier. Il va y rester jusqu'à demain. Sa présentation devant le juge d'instruction est quasi certaine selon son avocat. Le PDG de Quicksilver, Pierre Agnès, est toujours porté disparu en mer. Son bateau a été retrouvé échoué et retourné ce matin vers 9h à Osgore dans les Landes sur la plage de Boiteux. Le gouvernement va s'attaquer demain aux promotions et aux seuils de revente à perte dans un projet de loi qui sera présenté. L'objectif, c'est de mieux répartir la valeur entre agriculteurs, industriels et distributeurs et de sévir si les comportements ne changent pas. Après le spectacle inattendu de Dieudonné samedi dernier à Roubaix dans le Nord, la salle La Condition Publique annonce son intention de porter plainte pour escroquerie et abus de confiance. Dieudonné s'était fait passer pour une entreprise de cosmétiques. 4 millions de personnes sont mal logées en France, voire sans logement selon les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre, qui réclame 1 million de logements supplémentaires en France. Sport, l'international tricolore Aurélien Rougerie, déjà arrêté pour une entorse au genou, s'est ouvert la main droite dimanche dans un accident domestique. Il ne pourra pas revenir avant fin avril, annonce l'ASM Clermont-Auvergne. Il a été opéré d'une dissection des 2 tendons fléchisseurs du 5e doigt de la main droite, selon le club. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. C'est de savoir quelle est l'utilité des surveillants. Alors c'est non mais c'est oui. Alors, la ville de Nice indique que c'est simplement après pour rassurer. C'est le clan Estrosi qui met tout ça en œuvre. Bah oui. Non. Alors eux ils disent que c'est pour assurer une éventuelle attaque terroriste. Au moins il y a des professionnels qui seront là pour encadrer les enfants, pour encadrer les profs. Franchement, ça engendre de la peur dès le plus jeune âge et je pense pas que ce soit bon. C'est pas utile. Donc pas utile selon toi mon cher Younes. Merci à toi en tout cas de ton appel et à très bientôt.
Merci à toi et rendez-vous demain donc 13h30 pour ce rassemblement. Younes vous appelle également à y participer. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans cette émission. 01 40 33 9000. Est-ce que c'est utile d'envoyer des policiers de la police municipale non armés dans les écoles de Nice? C'est l'expérimentation que va mener effectivement cette ville de Nice avec à sa tête Monsieur Estrosi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir, cher Mohamed, comment ça va? Ça va et toi? Oui. Bonsoir, Yasser. C'est Nasser. Ça va très bien. Excuse-moi. Ouais. Excuse-moi, je suis désolé, je vais juste réagir par rapport à ce que tu disais sur le Canada, si je peux. Est-ce que je peux faire un petit je t'en prie, oui, c'était il y a un an, effectivement. Ouais. Ouais. Je voudrais dire, voilà, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se fait la spécificité de la France en matière d'immigration? Pourquoi ça se passe autrement dans les autres pays, au Royaume-Uni avec leur communauté? Pourquoi c'est différent ici en France? Et j'ai toujours eu du mal à trouver la réponse, et peut-être que là j'ai un élément de réponse. Et je me dis, la France avait créé le racisme biologique pour justifier l'impérialisme. Allô? Oui, on t'écoute, Mohamed. On est tout oui. En 1792, quand ils ont été colonisés les autres pays, ils ont justifié l'impérialisme, le colonialisme, en disant que c'était des races inférieures, qu'il fallait aller les civiliser. Et à partir des années 60, on a commencé à décoloniser, et on a petit à petit mis de côté ce racisme-là. Je pense qu'il s'est estompé. Il y a des restes, mais il s'estompe le racisme de hiérarchisation des races. Pas beaucoup de personnes n'y croient encore. Et ce qui se passe en France, le plus spécifiquement par rapport à d'autres pays, je crois, 150 caméras de surveillance. Oui, c'est la ville d'ailleurs qui compte le plus de caméras en France. Et aujourd'hui, il va faire une expérience, c'est de ramener une police municipale dans une école, en sachant qu'un policier, si demain un policier non armé, et si demain il y avait une attaque ou quelque chose qui s'organisait dans une école, quelle utilité il aurait? Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire de plus par rapport à un enseignant ou à un surveillant? Voilà, je pense que c'est un peu. Je précise d'ailleurs que cette expérimentation a été validée par le ministère en question. C'est ça qui est donc plus hallucinant. Voilà. Vos appels au 01 40 33 9000. Nous sommes dans le 28, je crois, avec Younes. Salut Younes. Salut. Younes, c'est où dans le 28? Quelle ville? À Dreux, vous connaissez? Ah, Dreux, bah bien sûr qu'on connaît Dreux. Attends, Dreux. Belle ville. Tu nous écoutes comment là-bas? Bah j'écoute dans la voiture et ça capte. Des fois ça capte pas, des fois ça capte, mais faut penser à mettre des antennes. Ah ouais, on fait ce qu'on peut après, tu sais, voilà. Faut investir à Dreux, il y a pas mal d'auditeurs là-bas. Exact, mais tu sais, c'est pas forcément nous qui choisissons, c'est un peu le CSA qui contrôle un peu tout, quoi. Donc on candidate dès qu'il y a une fréquence qui se libère et on ne la donne ou pas, voilà. Alors Younes. Bah l'objet de mon appel, donc c'est pour faire un petit big up au France Maghreb, à France Maghreb déjà. Ouais, c'est gentil. Et donc pour dire que demain je serai avec les Chibani. Ouais. Et j'insiste pour dire aux autres de venir et d'y assister, quoi. 13h30 devant le tribunal de Paris. Dis-moi Younes, sur la question du jour, est-ce que tu as un avis à nous donner par rapport à cette expérimentation qui va être menée dans les écoles de Nice à partir de la rentrée prochaine, l'installation de policiers municipaux non armés dans les écoles? Bah c'est compliqué maintenant, voilà, quand je me dis maintenant les petits vont aller à l'école, ils vont voir des policiers, ils vont se dire bon on est surveillé à partir du plus jeune âge. Et je me dis voilà, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais c'est hallucinant. En fait la question c'est est-ce bien utile? Alors est-ce que c'est utile selon toi? Bah non, pour moi non. Bon, d'accord. Parce que l'éducation elle se fait chez les parents, elle se fait pas avec les policiers non armés à l'école ou Mais c'est surtout la vraie question. C'est qu'il y a deux fortes communautés. D'un côté, la communauté juive, et de l'autre côté, la communauté musulmane. Si on peut dire communauté. Il y a des musulmans et des juifs pro-Israël. Et ces juifs pro-Israël veulent absolument justifier l'existence d'Israël et le sionisme, en utilisant les génocides des juifs. Et le problème, c'est que de l'autre côté, il y a des pro-palestiniens qui sont les musulmans. Et c'est pour ça que on trouve des intellectuels ou juifs qui sont à des postes importants et qui dénigrent l'islam, qui dénigrent les musulmans, qui montent du doigt les musulmans et qui attisent ce racisme anti-musulman. On voit bien Elisabeth Lévy, Badinter, et Zemmour et compagnie. C'est le plus Finkielkraut. Je pense que le problème vient de là. Et nous, notre problème aux musulmans, c'est que les gens qui acceptent
au pouvoir, quel qu'il soit, politique, éditorialiste, etc., la plupart du temps, c'est qu'ils ont une haine de soi et qu'ils crachent sur leur communauté d'origine, qu'elle soit sociale ou ethnique ou religieuse. Voilà. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais je trouve, mais effectivement, c'est très intéressant ce qui est soulevé. Mais après, bon, bien évidemment, après, c'est à nous aussi de nous organiser. Aujourd'hui, quand on sait qu'on a des mosquées, quand on sait qu'on a ce genre c'est triste à dire, hein, mais moi, je sais que je suis confronté parfois à voir que des présidents de mosquées aujourd'hui, sont tenus par des politiques. Et qu'aujourd'hui on nous bassine au quotidien sur la séparation de l'État et du culte, et malheureusement aujourd'hui on est toujours dans la même situation, et ça existe que au sein de notre communauté. Vous verrez moins les gens, parce que malheureusement c'est triste à dire, mais ceux qui sont dans on va dire des synagogues, ils s'adaptent à ce qu'on leur demande de faire. Malheureusement parfois on se retrouve dans des mosquées où c'est malheureusement le musulman qui doit s'adapter à celui qui va arriver, que normalement ça devrait être le contraire. Donc juste déjà sur cette question-là, sur l'organisation, sur bien évidemment tout ce que vous avez pu soulever, parce que ça c'est vrai, c'est une vraie question de fond, mais après on peut on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes par rapport à cette situation. C'est France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue et ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum avec, comme chaque jour évidemment, nos chroniqueurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nasser Lajili qui est avec nous. Salut Nasser. Salut Christophe. Comment ça va Nasser? Ça va très très bien. Je suis très content qu'on va aborder la question des Chibani. Et d'ailleurs, au passage, je remercie France Maghreb 2 qui a pris l'initiative d'aborder cette question qui est assez sensible et qu'on oublie trop souvent même d'ailleurs. Effectivement, on va parler des Chibani, ces personnes âgées qu'on est parti chercher. On a envoyé des recruteurs dans les années 70 au Maroc et bien avant. Et on leur avait promis à l'époque de l'égalité, du travail, salaire égal à ceux qui des Français en l'occurrence, pour faire simple. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, on constate qu'il en est absolument rien et que la SNCF n'a absolument pas respecté ses accords, ses promesses. Et aujourd'hui, vous avez des Chibani qui, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, ont la santé esquintée, c'est ça, fatigués, et qui luttent aujourd'hui et qui demandent réparation auprès de la justice. Alors la SNCF avait été condamnée. Et la SNCF a fait appel et c'est demain effectivement que la décision sera rendue concernant l'appel. Est-ce que la SNCF va être condamnée à nouveau? La SNCF qui, vous en doutez bien, cherche à gagner du temps. Et quoi qu'il en soit, en se disant la chose la plus simple, les Chibani sont des personnes âgées. Et plus on gagnera du temps, moins il y en aura à indemniser, parce que c'est quand même une lourde somme qui est demandée à la SNCF. On parle de plus de 200 millions d'euros. Donc voilà, on en reparlera en tout cas. Pour une injustice, bien sûr. Criante. Exactement. Et d'ailleurs, quand on parle de Chibani, il y a le cas de la SNCF, mais il y a aussi le cas de tous ces Chibani qui vivent quotidiennement dans des foyers, des Chibani qui sont complètement isolés, et on en discutera tout à l'heure, parce qu'effectivement c'est une question assez large, mais je pense qu'il est important que nos auditeurs comprennent aussi la situation de ces Chibani qui souffrent tous les jours. C'est vrai, on n'en parle pas, et c'est évidemment pas ailleurs qu'on va en parler, donc France Maghreb 2 se devait, j'allais dire, c'est son devoir d'en parler. Bien sûr, avec Nasser Lajili. Aujourd'hui, c'est parti. D'abord, avec c'était il y a un an, jour pour jour. Nous étions le 30 janvier 2017. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous. L'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble jusque 18h. Votre talk de fin d'après-midi avec Nasser Lajili qui est avec nous pour cette émission spéciale. Une grande partie sera consacrée aux Chibani, parce qu'ils reviennent au devant de l'actualité, parce que demain ils ont un rendez-vous important devant le tribunal de Paris pour connaître enfin cette décision concernant la condamnation de la SNCF. Ça sera demain à 13h30. Un rassemblement d'ailleurs est prévu demain. Je sais pas si Nasser t'aura le temps d'y aller. Je n'aurai pas le temps malheureusement, mais je suis de tout cœur avec eux bien sûr. Donc, voilà, il y a tous ceux qui le peuvent. On en reparlera tout à l'heure avec nos différents invités. Redouane qui est à la tête d'un collectif, et aussi plusieurs Chibani seront avec nous pour nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils demandent très concrètement, très précisément. En tout cas, on en parle tous ensemble tout à l'heure évidemment. 01 40 33 9000, vous pourrez les interpeller, les interroger, et au travers aussi des réseaux sociaux Facebook France Maghreb 2, Christophe le Grand Forum ainsi que LGF officiel sur Twitter. Alors mon cher Nasser,
Oui. La question du jour, elle est la suivante. En fait, j'ai vu comme ça passer une expérimentation qui va être lancée à partir de la rentrée prochaine dans les écoles de Nice. On va y installer des policiers municipaux non armés dans les écoles. Est-ce bien utile selon vous? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour l'heure, vous êtes en majorité à dire absolument pas utile. 72% de non sur Facebook, 80% de non sur Twitter. Vous continuez en tout cas de voter. Vos appels nous intéressent et votre avis bien entendu. 01 40 33 9000. Nasser, est-ce bien utile? Non, mais c'est une catastrophe de penser de ramener une police municipale dans une école, dans des écoles. Je trouve quand même hallucinant qu'on y pense une seconde. Mais ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'avec Monsieur Estrosi, il y a aucune surprise finalement. Estrosi est prêt à tout. Donc il a installé 900